à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et on vous propose un petit peu d'évasion pour conclure la semaine. Au sommaire aujourd'hui, Corsica Red Aventure édition anniversaire 25 ans. Ça se fête, ça démarre le 1er juin et c'est Michel Battuoc et Patrick Gradian qui dresseront la feuille de route de ce challenge. Pas comme les autres, ils sont nos invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Francine, vous nous parlerez de la déclinaison de la fête des mères mais à travers le monde. Tout à fait, ma chère Célia. C'est dimanche à ne pas oublier. Notez dans vos agendas. Surtout pas, attention. À suivre, Davia Bourgeois et son récap décalé. Elle reviendra avec humour et vitriol sur les événements de la semaine. Enfin, à 13h, régime sans gluten, 100% marketing ou réel intérêt nutritionnel. Nous poserons la question à Célia Sarossi. Elle est diététicienne nutritionniste. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou alors on écrit sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait. Vous pouvez poser vos questions en direct. Allez, si tout le monde est prêt, Corsica Red Aventure, la feuille de route de l'édition anniversaire, c'est après le jingle. Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci à tous d'être sur le plateau. On va faire des présentations. À côté de moi, Michel Battuoc, vous êtes le fondateur de cet événement. Vous êtes accompagné de Patrick Gradian. Vous êtes le directeur technique et Canyon. Alors, c'est l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus durs parcours au monde. C'est le Corsica Red Aventure. Et cette année, il a 25 ans. Joyeux anniversaire. Donc, pour ceux qui seraient éventuellement passés à côté, quelques mots. C'est quoi le principe de ce rendez-vous ? C'est une semaine de dingue. Voilà, ça c'est fait, ok. Voilà, c'est très simple. Et vous allez enchaîner pendant cette semaine 6 étapes, 5 étapes de jour, 1 étape de nuit. Et dans ces étapes, vous allez faire du VTT, de la course en montagne, du canyoning, des parcours de corps, de la neige, du vélo tout-terrain, etc., etc. J'ai bien dit, hors norme et de dingue. Oui, ouais. Tout le monde arrive quand même à la fin, vous oubliez personne sur les chemins. La preuve est, même les anciens du Corsica Red Aventure sont là. Ils sont là. Mais on va en parler avec eux justement tout à l'heure. Donc, édition anniversaire, il fallait forcément un parcours d'exception. Et pour l'occasion, quelles sont les étapes que vous avez choisies ? On a essayé de revenir aux fondamentaux historiques du Corsica Red en empruntant des parcours qui avaient déjà été faits il y a quelques années de ça et qu'on a voulu reprendre pour marquer cette année anniversaire. Alors des exemples ? Des exemples, on ne va pas tout citer, mais disons que l'Altaroc, le massif de Bavé, l'Incoud, le Reynos, voilà tous les massifs qui vont être parcourus cette année par les concurrents. Donc ça, c'était vraiment des sentiers, des premières éditions que vous avez voulu refaire pour cette édition anniversaire. Donc vous le disiez tout à l'heure, au programme, course d'orientation, VTT, escalade, nage, kayak, est-ce que c'est accessible à tous ? Oui et non. On va pas se mentir ? On va pas se mentir, non. C'est clair que le programme que vous annoncez prouve de lui-même qu'il faut une vraie préparation. Mais oui, c'est accessible à des gens qui ont cette préparation. Parce que le Corsica d'Aventure, en fait, c'est très simple. Soit vous êtes des dieux des sports aventure, comme ces 3 garçons derrière nous. Soit vous êtes plutôt comme moi, et le Corsica d'Aventure vous offre la possibilité de choisir, en fait, les disciplines dans lesquelles vous allez participer sur chaque journée. D'accord, donc c'est un petit peu la carte. C'est complètement la carte. Il faut quand même avoir conscience de son niveau. Exactement. Voilà, pour pas se faire mal. Alors vous le disiez dans le public, eh bien on a les gagnants de la première édition, Jean-François Luciani et Pascal Fine. Bonjour messieurs. Donc le gagnant de la dernière édition, c'est Guillaume Perretti. Donc le dieu du sport, l'habitué des records, entre autres celui du GR20. Vous l'avez donc fait, vous êtes revenu, vous avez participé à énormément de challenges. Pourquoi celui-ci, il n'est pas comme les autres ? Celui-ci, alors il n'est pas comme les autres. Moi, je dis, j'en parlais justement à Michel, il n'est pas comme les autres parce que bon, déjà on est sur l'île de Beauté et on parcourt et on va sur des parcours que l'on ne connaît pas forcément. Moi qui connais, qui est assez tourné déjà sur les chemins, je me retrouve. C'est vrai que je me retrouve sur des endroits que je ne connais pas et les itinéraires sont vraiment agréable et puis c'est hyper diversifié. On va se trouver dans la mer Méditerranée, on va monter dans les névés le lendemain, c'est hyper divers et franchement c'est vraiment une belle épreuve. Sur 5 jours, vraiment c'est un condensé d'aventure et de sport. C'est 5 jours justement, c'est ça la difficulté, c'est que au départ on veut toujours aller vite, on est en super forme, mais il faut savoir que c'est sur 5 jours et il faut y aller mollo au départ, quoi.
Messieurs, pourquoi c'est une édition, un rendez-vous particulier, un rendez-vous sportif nature exceptionnel pour vous? Comme l'a dit Guillaume, la Corse est une montagne dans la mer, donc il faut savoir faire du kayak de mer, du canyon, du VTT, du trail en montagne, enfin courir et marcher en montagne. Et puis la météo n'est jamais stable, surtout en Corse, donc il peut faire très beau, très chaud, très froid, il y a la neige, des tempêtes de vent, des orages, des choses comme ça. Donc l'ambiance peut devenir des fois préoccupante, on va dire. Alors, il vous réserve un programme où on ne vous ménage pas, hein, effectivement. La mer, la montagne et la neige pendant 5 jours. Bravo, vous aviez donc gagné la première édition. On avait gagné la première, la deuxième... Et la troisième. Et la quatrième. Et la quatrième. On était absent la troisième. C'est pour ça. Voilà. Forcément. Pour cause de blessure. Voilà. Et puis on est des amateurs. Waouh, vous n'avez pas changé? Non, ça c'est pas nous. C'est pas vous. Non, c'est pas nous. Mais pas moi. C'est presque nous. Les photos sont d'époque. Donc ça, c'était les premières éditions? Ouais, tout à fait. Ah, le look, c'est bien. Ci vuole assai condizione per appuntare un giro così. E cioè se in condizione, cioè fa appena di sport tutta la nada, altrimenti non puoi mica andare in queste montagne qui, correre e andare in là e fare un gaiaco come ha detto Nanzo, senza avere una pratica di tutto l'anno. Alors, si je devais vous demander votre meilleur souvenir, respectivement, ce serait quoi? Chacun a la sienne. Faut que je vous laisse réfléchir, je reviens dans 5 minutes ou... No, a conto me, con noi abbiamo una femmina che si chiama Valérie Simonet. Ah oui, donc même c'est hommes et femmes, et donc, on peut y aller. Ma on parade che si può fare una bicicletta con qualche sia davanti, qualche sia da redo e tra mezzo un elastico per poi tirare quelle che da redo. Un bello spirito. Un bello spirito. C'è un aiuto, veramente, è uno strazio. Voilà, tu vas scegliere quelle che da essere davanti. Donc une aventure collective. Ah, ecco. Pasquale, si vous voulez. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que le Corsicarède, c'est le vélo, c'est la montagne, c'est une épreuve de force. Il faut savoir que c'est aussi intellectuel. Parce qu'il y a l'orientation. D'accord. Donc il y a un capitaine d'équipe, il faut savoir mener l'équipe, c'est très important. Pensez à poser le micro sur le menton, parce que sinon on ne vous entend pas bien. Voilà. Alors moi... Donc ça, on a vu les images pendant que vous étiez en train de parler dans la première édition. On vous a peut-être aperçu, mais... C'est surtout, ce que j'en parlais, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de courses en solitaire et surtout individuelles. Moi, le super souvenir que j'ai, c'est un peu chaque jour partager l'effort avec les autres. Avec les années, je vois que ça multiplie les émotions et je pense que c'est ça la bonne chose des raids, des multisports, c'est le partage surtout, et je pense que c'est la première des choses, c'est la première valeur qu'il faut savoir dans le sport, quoi. Alors là, on est dans tout ce qui est positif, l'émulation, le challenge sportif, mais on le disait tout à l'heure, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose de très compliqué, un parcours qui est très difficile. C'est quoi le plus difficile pour vous sur ce parcours? Le plus difficile, moi je vais dire que c'est l'orientation. Parce que, comme il disait, c'est intellectuel et le plus difficile, c'est quand on commence à se perdre, ça devient embêtant. Quand on connaît les chemins de la Corse, moi l'an dernier, nous on a réussi à faire cette performance justement sur l'orientation. J'étais avec Marc-Antoine et avec Florent qui sont assez forts là-dessus. On a une réflexion et on peut y aller la tête dans le guidon, même si on est très fort, et si on se trompe, on va perdre du temps. Et la difficulté sur ce terrain qui est assez difficile, qui n'est pas forcément super bien balisé. Voilà, ils arrivent à trouver les bons chemins qui existent, mais qui ne sont pas forcément très bien balisés. Donc le petit message justement pour cette année, les chemins ils sont, mais il faut vraiment regarder où on va. En même temps, Patrick le fait peut-être exprès, d'essayer de vous perdre. Sinon c'est pas drôle. Oui, il faut quand même mettre un peu de difficulté, et puis faire goûter le maquis corse sur des sentiers, dans un sentier muletier, ou même où il y avait des troupeaux, certaines vallées où il n'y a plus de troupeaux. On retrouve les traces d'anciens chemins. Et puis on se sert aussi des appuis des vieux dans les villages pour savoir par où on va les faire passer. Et rester aussi maître de soi-même et pas
pas s'emballer. Voilà, je peux dire ça parce que ça m'est arrivé. Petit message personnel donc. Oui, non, mais c'est vrai, mais ça prouve que il faut une réelle concentration, même après avec l'effort et la fatigue, c'est toujours pas évident. D'accord. Alors 5 jours, 5 nuits, elle veut y aller. On a peur de perdre du temps. Quand il dit s'emballer, c'est quoi? C'est le manque de maîtrise de soi, c'est quoi? À un moment donné, on veut faire bien, et puis on perd du temps, on se trompe, et puis après on s'en veut, et puis on en veut un peu aux autres, forcément. Voilà, Attention. donc, En fait, je crois que c'est une espèce de découverte de soi-même. Là, Guillaume, je sais de quoi il parle. Il parle d'un enchaînement qui a fait quasi 24 heures non-stop. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 24 heures non-stop de sport nature comme ça. Ben ouais, effectivement, à un moment donné, on n'est plus pareil. On est plus lucide. On a moins de lucidité. Tout simplement parce qu'on a moins d'oxygène aussi au cerveau. On l'a tous vécu. Et c'est dans ces cas-là, justement, où il faut être en capacité d'être zen, tout simplement. Et ces 3 hommes qu'on a là, à des époques différentes, ils ont montré effectivement qu'ils avaient cette capacité à encaisser la difficulté, à encaisser la douleur et à rester serein. exact. Donc on l'a bien compris, 5 jours de course où vous ne ménagez pas les participants. On reviendra, messieurs, un petit peu plus tard dans l'émission sur vraiment le détail de cette course. En attendant, il y a une date à ne surtout pas oublier, c'est ce week-end. Peu importe où on se trouve d'ailleurs, c'est la fête des mères. Tout à fait. Donc pour terminer cette semaine, quoi de plus joli que de célébrer les mamans? En effet, ce dimanche 27 mai, bien nous célébrons les mamans et toutes les mamans du monde, puisque c'est une fête qui est universelle. Quelques 130 pays la célèbrent. Alors le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Arabie Saoudite, qui font bien un peu cas du statut de la femme, et bien même eux célèbrent les mamans. Alors chaque pays a sa propre coutume. En Allemagne, par exemple, c'est le 2e dimanche de mai. C'est pas comme nous. Les mamans ne travaillent pas. Et les enfants sont aux petits soins toute la journée pour leur maman, et ce pour satisfaire tous leurs désirs. C'est super ça. En Espagne, la tradition a fait une véritable grève des fourneaux. Vous ne trouverez aucune mère, aucune grand-mère pour vous faire la cuisine. La tradition familiale est d'aller au restaurant et les mamans sont couvertes de fleurs. Au Danemark, on offre aussi des fleurs et du chocolat pour les plus gourmands. Les Mexicains ont une façon bien particulière de célébrer les mamans. Chaque veille de célébration, en fait, tous les enfants d'un même quartier s'unissent et vont faire le tour de toutes les mamans du quartier et leur chantent une belle sérénade. C'est joli, non ? Finalement, la France fait figure d'exception culturelle avec le collier de nouilles, avec les petites mains de plâtre que l'on confectionne en secret à l'école et le plus beau poème que l'on offre à la maman qui fond en larmes, bien évidemment. Et je me suis demandé depuis quand remontait en fait cette fête. Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique, lors des séries printanières en l'honneur de Rhea et de Cybèle, la maman des dieux, notamment celle de Zeus au XVe siècle. Ensuite, ce sont les Anglais qui fêtent le Mother's Sunday, puis c'est aux États-Unis, en 1908, que cette fête se développe telle que nous la célébrons aujourd'hui. Anne-Marie Jervis est née le 1er mai 1864 à Webster aux États-Unis. Elle est enseignante et elle est la fille d'Anne Jervis qui, elle, a émis souvent le vœu que l'on crée une fête en hommage aux mamans, un jour de fête pour toutes les mamans. Et c'est le 12 mai 1907, 2 ans après le décès de sa maman, qu'elle lance une campagne pour créer une fête nationale des mamans. Et donc, c'est une action qui portera ses fruits en 1914, puisque le texte fut approuvé par le gouvernement américain. Donc, chaque année, c'est un jour férié, carrément. La Poste, en 1934, s'est empris donc de cette fête et a fait un timbre reproduisant un célèbre tableau de James Abbott McNeill. Vous allez le voir dans quelques secondes. Portrait de la mère de l'artiste qui a été peint en 1871 à Londres. Et 20 ans après, en fait, la France a racheté ce tableau et il est exposé au musée d'Orsay à Paris. Et puis, elle avait quand même protesté. On a oublié de lui offrir des fleurs. Hein. Tout à fait. Mais en fait, le timbre a été un peu modifié dans un but commercial. La reproduction du tableau, donc vous trouvez sur le côté gauche des œillets, en fait. Et elle avait protesté auprès de la Poste en disant que sa fête était en train de devenir commerciale et elle ne voulait surtout pas. Elle a eu gain de cause. En France, on célèbre les mamans le plus généralement la famille. C'est une idée de Napoléon, figurez-vous. Le 1er mai qui a été évoqué, donc et l'idée est restée, on fête les mères, bien évidemment, tous les printemps. Au départ, le but était d'honorer les mères de familles nombreuses. Il faut attendre cependant le 20 avril 1926
pour que la journée des mères soit nationale, qu'elle soit officielle. Il s'agissait alors d'honorer les mères de familles nombreuses avec une médaille du mérite des mamans. Moi, je souhaite leur souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. C'est Henri Salvador qui me fait fondre avec cette chanson. Je leur dédie. Maman, tu es. Voilà, maman. Des gros bisous. En avance. En avance. Moi, je pense qu'on pourrait prendre les traditions de tous les pays. On travaille pas, on fait pas à manger, on a des fleurs, on va au exploite les restaurant. enfants. On exploite les enfants, c'est parfait. Excellente initiative, Francine. Allez, à suivre un petit peu de piquant, de soleil et de foot. En gros, c'est le récap décalé de Davia Bourgeois. Bonjour Dav. Bonjour Célia, bonjour à tous. Alors moi je voudrais débuter cette chronique en vous disant que je suis hyper contente du retour du beau temps et du soleil. Alors ok, comme vous le savez, je déteste la canicule, mais là 6 mois de pluie, franchement, j'étais tellement au bout du rouleau qu'hier j'étais prête à signer la pétition de soutien à Catherine Sellac contre l'arrêt de l'émission Thé au café. D'ailleurs en 2018, qui dit encore « Eh Brigitte, vanille ou chocolat, thé ou café, SCB ou ACA ?» Pardon, je déconne. Là, je déconne. Le foot est un sujet trop sérieux et trop grave pour être évoqué, Célia, dans cette légère chronique. Si la semaine fut triste pour les supporters de l'ACA, elle le fut aussi pour toutes celles et ceux qui aiment lire et qui aiment la littérature. Notons d'ailleurs que ces deux catégories sociales ne se sont jamais rencontrées dans la vraie vie. Bref, c'est un autre débat. Cette semaine, nous avons appris, Célia Petrogne, la disparition de l'écrivain Philippe Roth. Son œuvre, à la lisière de la fiction et de l'autobiographie, traite dans une prose aux qualités d'ironie et de clairvoyance des thèmes tels que la psychologie masculine, la place du judaïsme ou la sexualité. Il était d'ailleurs l'auteur d'une œuvre essentiellement autobiographique dans laquelle il réglait donc ses comptes avec les femmes, les rabbins, les hommes politiques, les psychanalystes et les critiques littéraires. Philippe Roth est donc mort le mardi 22 mai à Manhattan. Philippe Roth et non Philippe Ross, prononciation à la française pour la quasi-totalité des médias, alors qu'on devrait dire Philippe Ross, Célia. Enfin, pardonnez-moi d'avance, Philippe Roth est mort, mais Brad Pitt, lui, est toujours vivant. Merci de votre attention, Célia. Bravo. Et à bientôt. Ah, bravo. N'oubliez pas la fête des mères ce week-end. Allez, on revient sur l'édition anniversaire. Le Corsica Red Aventure a 25 ans cette année. 5 jours d'épreuve où vraiment vous n'allez pas ménager les participants. C'est pas une promenade de santé, on l'a bien compris, c'est un véritable challenge. Mais il y a une dimension collective dont les anciens participants nous parlaient. Tout le monde doit finir le parcours. Oui, c'est une obligation. Sinon, on les laisse sur place. Tout simplement. Non, je plaisante. Je crois que le challenge, quand on participe à une course-aventure de cette envergure-là, pour tout le monde, c'est d'abord et avant tout aller au bout. Tout simplement. La course et la nature exigent une telle humilité de nous-mêmes. Je pense que quand on s'inscrit à ce type de course, on ne peut qu'ambitionner simplement d'aller au bout. D'accord. Combien de participants par équipe? Des équipes de 2 avec un joker et une assistance, ou des équipes de 4 qui font tout en même temps avec une assistance également. D'accord, alors 2 jours comme 2 nuits, est-ce que on est livré à soi-même ou quand même des points d'étape où vous vérifiez que tout le monde va bien? Non, il y a des points de contrôle bien sûr sur tout le long du parcours et on est là pour on a un système de sécurité pour les concurrents qui est voilà. Qui aurait quelques difficultés. Après, il y a quelques bêtes perdues des fois sur le parcours, mais ça, on l'a des chiens de chasse. Spécialement pour les raiders. D'accord. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez repris les premières étapes des premières éditions. Hein. D'ailleurs, on est en train de voir ce que ça donnait au commencement, mais il y a aussi des nouveautés sur le parcours de cette année. Alors, qu'est-ce que vous réservez aux participants? La première nouveauté, ça va être le vendredi 1er juin à Portivecchio, puisque Portivecchio accueille le départ officiel du Corsica à l'aventure. Eh bien, la nouveauté pour Portivecchio, c'est qu'on va refaire un prologue. Un prologue donc de 18h à 22h dans le cœur de ville de Portivecchio, d'une part, et à la fois sur les parties naturelles au cœur de la ville même de Portivecchio, que sont les salines et les dunes. Donc un truc qui sera super spectaculaire, qui sera très concentré, un contre-la-montre, quelque chose qui va attirer du public, qui va montrer un petit peu la dimension de ces raiders-là. Vous avez envie que ce soit un événement fédérateur. Il y a les participants bien évidemment, mais à chaque nouvelle étape, vous avez envie que le public aussi se joigne à cette aventure.
Oui, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disaient tout à l'heure. C'est une aventure humaine, c'est un chemin quelque part, une voie au moins. Plus on pourra convertir, entre guillemets, de gens dans notre population, mieux ce sera pour tout le monde. Alors, c'est un événement exceptionnel. Combien vous attendez de participants cette année? Alors c'est déjà bloqué, tous les ans on met en place un numerus clausus, 35 équipes cette année. Un peu moins, 10 de moins que l'année dernière, tout simplement parce que à édition anniversaire particulière, comme le disait Patrick tout à l'heure, on a été chercher de l'ancien temps en le mettant, en le réhabilitant au XXIe siècle, pour être clair. Ça fait que aujourd'hui, pour faire un canyon sur le Corsica d'Aventure, c'est une équipe de 15 guides en sécurité. Donc vous ne pouvez pas accueillir non plus l'équivalent d'une centaine d'équipes, soit 400 participants, comme les 400 participants aujourd'hui sont à la porte pour participer au Corsica d'Aventure. Alors il faut s'y prendre quand même à l'avance. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Ouais, c'est-à-dire combien de temps à peu près? Les inscriptions vont réouvrir le jeudi 7 juin 2018, soit le lendemain de l'édition 2018. Pour l'édition parce de que l'année prochaine. Pourquoi du temps? Non, parce que ça pousse à la porte. Donc il faut, la moindre des choses, quand vous avez ce succès-là, c'est de répondre aux gens, de leur dire ok, voilà, ça ouvre, à peine c'est fermé, ça ouvre. Il faut envisager plus d'équipes de secours, peut-être. Non, parce qu'il y a la Corse qui a une limite. Voilà, oui. C'est notre nature qui nous limite aussi. Certains sites que l'on traverse, on n'admettrait pas de faire passer 1000 personnes si on doit en faire passer que 100 ou 150. Voilà. Donc il y a un vrai respect. Oui, il y a ce respect de la nature qui est là et on ne veut pas non plus jeter ça en pâture à des gens. Et voilà, nous, il faut savoir que tout est ramassé, les concurrents sont hyper propres. Vous pouvez passer derrière le Corsica Raid. On ne trouvera rien sur le parcours parce qu'on n'a laissé aucune empreinte humaine derrière nous. Voilà. C'est un rendez-vous élitiste, hein. On ne va pas se mentir, tant physiquement, même au niveau de l'esprit sportif et avec la volonté de préserver l'environnement. Les participants, on a des Corses, mais pas que. Ils viennent de partout dans le monde. Écoutez, cette année, on part de chez nous et on va aller on va dépasser le Koweït puisqu'il y a un team manager qui est koweïtien et on va aller jusqu'en Australie. Donc on va vraiment faire le tour là. Hein. On fait le tour. Alors c'est l'occasion de découvrir évidemment la nature corse. Ce rendez-vous, c'est une véritable vitrine aussi pour notre région. Le Corsica d'Aventure, on l'a toujours construit comme un outil de valorisation et de promotion de notre île. Donc, quand on construit des parcours dans l'équipe du comité d'organisation, nous sommes une quinzaine à construire ça tous les ans, il y a toujours cet aspect pourquoi on le fait, pas que pour la course. Parce qu'aussi, ça va permettre de mettre en valeur telle micro-région ou telle activité qui est nouvelle et qui a besoin d'un coup de main. Il y a 25 ans, par exemple, on faisait du canyoning. C'était un mot. Du quoi? Du canyoning. Aujourd'hui, on sait le poids du canyon au niveau économique et social sur notre île. Voilà. La démarche, elle est un petit peu là aussi. D'accord. Alors, un véritable investissement physique, une préparation évidemment très importante. Avant de s'engager, on ne va pas le faire à la légère. Moi, j'ai envie de demander aux anciens participants s'ils avaient un conseil à donner aux candidats de cette année. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Moi, je pense que pour avancer dans le raid, il faut avant tout ne pas prendre de pénalités. Donc ça ne sert à rien d'être rapide, il faut toujours penser qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne prendre des pénalités. Voilà, c'est comme ça qu'on peut aller très très loin. Il faut être patient. Voilà, c'est mon expérience de mes années passées sur le Corsica Raid. Vous êtes d'accord? Oui, c'est sûr, non, c'est sûr. Après, c'est ça le bon conseil. Comme il y a plusieurs disciplines, il faut pratiquer toutes les disciplines. Il ne faut pas s'engager dans une discipline si on n'a jamais pratiqué. Autrement, forcément, on a un handicap insurmontable. Hein. Moi, je vais donner un autre conseil, c'est l'organisation. Parce que moi, l'an dernier, j'étais un petit peu arrivé au dernier moment. On avait trouvé quand même une voiture. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un en plus qui est là pour faire à manger, pour ranger les affaires, pour préparer les notes de route, parce que comme on change à chaque fois d'étape, voilà, pas aller chercher à gauche, à droite, et puis surtout préparer
préparer les tracés, être d'accord avec tout le monde, donner chaque tâche à chaque personne, quelqu'un qui s'occupe de l'orientation, voilà, le type qui est un peu plus physique, qui va être devant et qui va être la tête dans le guidon, voilà. On va essayer d'alléger un petit peu la charge. Alors, c'est évidemment un investissement physique, mais pas que. On va parler un petit peu d'argent. Financièrement aussi, une telle épopée, forcément, ça a un coût. Ça pique. Combien ça coûte si on veut participer? Les droits d'inscription, selon la période et selon la version, puisqu'il y a deux versions sur le Corsica d'Aventure, sont entre 1 700 € et 3 000 €. Et il faut rajouter à ça un budget qui, au global, va avoisiner les 4 000 à 6 000 € avec le matériel, la logistique. Tout compris, je pense que c'est un billet de 5 000. D'accord. Donc on a bien conscience que c'est un véritable investissement physique et financier, mais c'est une belle épopée. Si on devait en faire une, peut-être que ce devrait être celle-ci. Allez, messieurs, l'émission est terminée. On rappelle, ça commence le 1er juin prochain. Merci infiniment d'être venus. Peut-être aussi un conseil, bien manger avant de s'engager sur une course comme celle-ci. Alors, on vante les mérites du régime sans gluten. Je ne sais pas si vous avez essayé pour les sportifs. Oui. Est-ce que vous validez le régime sans gluten? En tout cas, on va en parler parce que est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ou est-ce que c'est 100% marketing? On va démêler le vrai du faux, avec Célia Sarossi. Elle est diététicienne nutritionniste. Ce sera juste après le flash de 13h. Allez, à tout de suite. Merci et bravo. Et encore joyeux anniversaire.